Jusqu'au 26 juillet, la Cinémathèque française célèbre le centenaire de Marilyn Monroe avec une exposition qui sépare la star de l'actrice pour mieux rendre hommage à l'excellente comédienne qu'elle fut. Je suis Céleste Touboul-Durand et j'ai la joie d'accompagner cette exposition avec Profession Costumière. Au fil de 3 épisodes, je vous raconte la relation de Marilyn Monroe avec 3 créatrices de costumes cultes des années 50 qui l'ont habillée pour ses rôles et parfois à la ville et ont contribué à la construction de la légende. Vous écoutez Costumer Marilyn, acte 3, Jean-Louis. Dans cet épisode, vous allez découvrir la collaboration entre Marilyn Monroe et son dernier costumier, les secrets de la robe de Happy Birthday Mr. President et des costumes des Désaxés et de Something's Gotta Give, le dernier film inachevé de Monroe. Bon voyage entre sequins, jeans et fourrure. Rien ne destinait Jean-Louis à devenir l'un des costumiers les plus célèbres de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, il a créé 3 robes devenues des classiques. La robe fourreau de Gilda, le costume de scène de Marlène Dietrich et la robe de Happy Birthday Mr. President portée par Marilyn Monroe. Jean-Louis est né Louis-André Berthaud à Paris en 1907. Sa famille travaille sur des péniches. Très jeune, il est passionné par la création de vêtements pour femmes. Il étudie aux Arts Déco et apprend par lui-même sur les costumes et leurs dessins. Après ses études, il vend des cravates, puis il est illustrateur dans une maison de couture qu'il juge trop traditionnelle. Il change de maison et rejoint la bien plus moderne Agnès Drecoll, où il épouse pleinement les tendances des années folles. Mais il est frustré par sa progression de carrière qu'il juge trop lente. En 1935, il a le bras cassé dans un accident de taxi. Avec l'argent de l'assurance, il s'offre un aller-retour aux États-Unis. Même s'il parle peu anglais, il tombe amoureux de New York. Il présente ses dessins à la couturière Hattie Carnegie, qui l'embauche et se battra pour lui obtenir un visa. Il travaille avec elle 7 ans, jusqu'à ce qu'Harry Cohn de Columbia Pictures, de passage à New York et à l'affût de nouveaux designers, le rencontre. À l'exception de Jane Russell, qui exige son propre designer, il va créer tous les costumes des stars du studio et habiller dans les années qui viennent Rita Hayworth, Irene Dunne, Ginger Rogers, Kim Novak et Deborah Kerr, notamment. Il travaille chez Columbia 17 ans jusqu'à la mort d'Harry Cohn en 1958. Il est ensuite freelance lorsqu'on lui propose en 1960 de signer les costumes des Désaxés de John Huston avec Clark Gable, Montgomery Clift et bien sûr Marilyn Monroe. Jean-Louis a raconté une rencontre avec Marilyn à ce moment-là, dans sa maison à Brentwood. Il raconte l'avoir attendue 1 heure chez elle, dans son salon, et qu'au moment où il allait partir, elle est arrivée d'un pas nonchalant en disant « Oh pardon, je suis en retard, mais je suis toujours en retard ». Elle portait un manteau de vison et des talons hauts. Lui aurait dit qu'elle était ravie de le rencontrer et qu'il crée les costumes des Désaxés. Avant d'eux, une étincelle dans les yeux, faire tomber son manteau au sol. Je me suis dit que vous aimeriez voir avec quoi vous allez travailler, mais gardez en tête que je ne porte jamais de sous-vêtements. Ce à quoi Jean-Louis aurait répondu « Mademoiselle Monroe, je vous imagine porter des chapeaux, beaucoup de chapeaux, des centaines de chapeaux. » J'ai quelques doutes sur cette première rencontre légendaire et cinématographique pour 2 raisons. Je trouve étrange qu'ils ne se soient jamais rencontrés lors de Ladies of the Chorus, les reines du musical en français, en 1948, dont Jean-Louis a signé les costumes et dans lequel Monroe tient un des rôles principaux. Et puis, la maison de Monroe était de plein pied, donc la descente des escaliers ne me semble pas vraiment possible. En tout cas, Jean-Louis a réalisé une garde-robe très intéressante pour le personnage de Roselyne dans Les Désaxés. Le film s'ouvre sur une scène où Monroe s'habille pour demander le divorce. Elle porte une robe noire, ou en tout cas sombre, le film est en noir et blanc, avec un jeu de bretelles très intéressant qui s'entrelace dans le décolleté et forme un Y dans le dos nu.
C'est une robe qu'aime beaucoup Sarah Street, professeure à l'université de Bristol. Elle nous en parle. The cocktail dress that she wears, the black dress in that, and there's photos of her going to rehearsals for the film in this dress, and she wore it off screen. I got the impression that she really liked that outfit, and to me that's one of my favourites because I think she looks great in it. And again, it emphasises her much more as a professional woman rather than as this star or the dumb blonde or the other kind of imagery that one often associates with Monroe. Pour le tribunal, elle a sorti cette veste d'une voilette et d'une veste. Dans ses moments les plus heureux, elle porte des chemises rentrées dans des jeans. Et puis, la robe cerise emblématique du film, en soie, avec à nouveau un joli travail dans le dos. La robe a été reportée dans le téléfilm de 1996, Norma Jean et Marilyn, où Mira Sorvino interprète l'actrice. Elle a trouvé cette robe elle-même dans un entrepôt de costumes en location à New York et aurait demandé à l'emprunter pour tourner une scène. On the ceiling in this glass case, they had the dress, that dress with the cherries on it from the Misfits, and it had a little plaque, actual Marilyn Monroe's actual costume from the movie. Jean-Louis a également créé une robe en soie à la coupe similaire peinte à la main dans des teintes vertes pour Marilyn Monroe pour la conférence de presse du film. Pour le rodéo, Roselyne Marilyn Monroe revêt un manteau trop habillé qui évoque l'ancienne vie de son personnage à Chicago. Marilyn Monroe a agrémenté ce manteau d'un col de fourrure de sa collection personnelle que l'on peut admirer à l'exposition de la Cinémathèque française dans la belle salle Boudoir. Je trouve intéressant que Monroe ait donné une part d'elle à Roselyne. Voici ce que nous en dit Florence Tissot, commissaire de l'exposition. Oui, en effet, ouais, ça raconte un petit peu la manière dont parfois peut-être l'actrice venait avec certaines pièces de ses vêtements et qui étaient retenues à l'occasion d'essayages ou peut-être vis-à-vis desquels elle tenait absolument à performer. Effectivement, on aperçoit, cette fourrure et ce col en fourrure est une illustration de comment sa garde-robe personnelle pouvait arriver dans les films alors qu'on est encore dans un cinéma qui est celui du cinéma classique hollywoodien et le port des vêtements de la garde-robe personnelle des acteurs se banalise plutôt à partir de disons en France la nouvelle vague, donc dans une autre économie et effectivement on n'associe pas tellement cet usage-là à Marilyn Monroe tellement elle incarne plutôt l'exagération, l'opulence, la richesse, donc on pense pas forcément au fait que sa garde-robe de tous les jours puisse être utilisée dans les films. Après la voilette du divorce, Marilyn Monroe porte un second chapeau, comme lui avait promis Jean-Louis. Un chapeau de cow-boy qu'elle emprunte à ses amis et retire en les voyant capturer les Mustangs. Une manière de dire qu'elle ne sera jamais des leurs. Ce film et ce tournage maudit est intéressant à mon sens au niveau des costumes, notamment pour le travail sur l'évolution du personnage qui laisse progressivement son passé citadin derrière lui et devient une femme de la campagne, un peu comme Kay dans La rivière sans retour. Ce sont d'ailleurs les deux seuls films où l'on voit Marilyn Monroe en jean. Satisfaite par le travail de Jean-Louis, Monroe lui demande de créer les costumes de son nouveau film et qui sera également son dernier film jamais achevé, Something's Gotta Give. Autre tournage cauchemardesque. Something's Gotta Give est dirigé par George Cukor, qui était sur la liste des réalisateurs avec qui Marilyn Monroe acceptait de tourner. Une shortlist qui comprenait notamment les noms de Mankiewicz, Billy Wilder, William Wyler, Hitchcock, Vittorio De Sica ou Minelli, mais uniquement pour des comédies musicales. Cependant, après l'expérience du milliardaire, Cukor ne tient pas spécialement à retravailler avec la star. Mais il doit un film à la Fox et est obligé de réaliser cette comédie de remariage, un remake de Mon épouse favorite de 1940 avec Cary Grant et Irene Dunne. Il existe des vidéos et photos magnifiques des essais costumes de Marilyn Monroe pour ce film, notamment une élégante robe blanche à fleurs noires portée avec des mules à talons et un maillot de bain dont nous reparlerons. Marilyn est très différente des désaxés, beaucoup plus mince, les cheveux presque blancs, plus courts. Elle est magnifique. Ces documents sont précieux, à la fois pour voir le travail de Jean-Louis en mouvement, comment il a pensé la garde-robe de ce personnage, et pour voir Marilyn Monroe qui se prépare à interpréter son dernier rôle.
Monroe est malade au début du tournage et elle est très souvent absente. Elle vient néanmoins tourner quelques scènes qui montrent encore une fois l'étendue de son talent dramatique. Une scène va notamment lui faire toutes les couvertures, une nage nue dans une piscine. Jean-Louis avait conçu un maillot qui donnait l'impression de la nudité, un bikini couleur chair avec très peu de tissu, mais Monroe l'a retiré après 3 prises. C'est la première scène de nu d'une actrice américaine célèbre et le monde entier diffuse les photos du tournage. Un beau coup de communication pour la Fox qui est en pleine crise, avec en parallèle le tournage de Cléopâtre qui coûte une fortune. En mai, Marilyn Monroe est invitée à performer à New York pour l'anniversaire du président Kennedy. La production l'autorise d'abord à s'y rendre, mais suite aux nombreux jours de retard, elle la supplie finalement de rester. La décision de Marilyn est prise, elle ira quand même. Elle demande en secret à Jean-Louis une robe vraiment historique, une robe éblouissante, unique en son genre. Sans lui révéler où elle la porterait, l'actrice précise qu'elle désire un vêtement que seule Marilyn pourrait porter. Richard Adler, le producteur de la soirée d'anniversaire du président, est un peu inquiet et interroge Marilyn au sujet de sa tenue. Elle lui montre une robe noire à col montant du couturier Norman Norell. Il est rassuré et leurré. Pendant ce temps-là, Jean-Louis réalise une robe fortement inspirée de son travail pour les spectacles de Marlène Dietrich. Avec son équipe, il travaille 200 pièces d'une étoffe non doublée, sauf au niveau de l'entrejambe et des seins, à même le corps de Monroe. La robe est en soie soufflée, couleur chair, un tissu commandé en France qui donne complètement l'impression de nudité. Il faut 3 semaines pour coudre le tissu sur Marilyn Monroe, ainsi que 2500 perles de cristal et 6000 strass. C'est une robe qui coûte à l'époque 1440$ à Marilyn Monroe et qui s'est vendue à 4,8 millions de dollars aux enchères il y a quelques années, en faisant la robe la plus chère jamais vendue. Le 18 mai 62, la veille de la représentation, Monroe assiste aux répétitions avec une blouse pour ne rien encore dévoiler de son costume de scène. Le jour J, elle performe devant 15 000 personnes, feignant d'être en retard pour l'effet comique. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Elle est enveloppée d'une fourrure blanche qu'elle ne retire qu'une fois sur scène. Il paraît qu'elle craignait qu'on lui interdise l'accès à la scène si les personnes avaient vu cette robe avant. En enlevant la fourrure, elle dévoile une robe qui s'efface totalement sous les projecteurs. Une robe scandaleuse et sublime qui scintille continuellement, les perles de cristal renvoyant sans cesse la lumière. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Il est difficile d'imaginer le choc visuel de ce moment historique, car les captations sont de mauvaise qualité comme nous en avons discuté avec Sarah Street. Cela m'a fait penser à l'expérience de celles et ceux qui ont vu Sarah Bernard jouer. Les quelques captations qui existent ne lui rendent absolument pas justice. Il fallait y être pour comprendre. The dress, I think, is supposed to make a shock. That, oh, look, there's, glittering Marilyn. But I agree, on the film itself, it looks, I don't like the dress particularly at all. I mean, I think it just doesn't look very spectacular at all. So, again, there's this interesting contrast between what it probably was like in real life and it not actually being filming very well with that kind of technology that was used for that event. Après cet événement, Monroe laisse la robe à New York à son amie Lee Strasberg et regagne Los Angeles pour le tournage. La robe demeure 27 ans dans une boîte en carton jusqu'à ce que Anna Strasberg, seconde épouse de Lee, vende les effets personnels de Monroe dont avait hérité son mari, à présent également décédé. C'est une robe que Kim Kardashian emprunte pour le Met Gala de 2022 dédié à la mode américaine, qu'elle aurait apparemment abîmée, soulevant de nombreuses questions quant à la conservation des archives textiles. À l'exposition Marilyn Monroe de la Cinémathèque française, vous pourrez admirer une très belle réplique dont nous parle Florence Tissot. Moi, j'ai très tôt pris connaissance de cette réplique.
parce qu'elle avait été montrée dans une exposition précédente, une petite exposition qui avait lieu en France il y a quelques années. Et il m'a semblé que c'était c'était une option aussi pour raconter cet événement et qui, je pense, est très bien mise en scène puisqu'on a travaillé donc avec Maciek Fischer qui est le scénographe de l'exposition et qui a tout particulièrement cherché à magnifier les costumes tout au long de l'exposition en les plaçant dans des sortes d'alcôves qui sont à fond rose et à paillettes. Donc il y avait l'idée d'y aller à fond dans le glamour. Et je crois que la réplique de cette robe à paillettes fonctionne bien dans cette installation et est intéressante pour les visiteurs, quand bien même c'est pas celle qui a été portée par Marilyn Monroe. Revenons à Something's Gotta Give. Marilyn Monroe a regagné Los Angeles après sa performance. Quelques jours de tournage se déroulent bien et les 36 ans de la star sont célébrés sur le plateau le 1er juin. Mais les absences reprennent. Cukor est furieux, annonce le renvoi de la star à la presse, qui est effectivement officiellement prononcé quelques jours plus tard, avant que les studios ne la réembauchent et acceptent de changer de réalisateur pour John Negulesco, qui avait notamment réalisé Comment épouser un millionnaire. Mais Monroe est retrouvée morte le 5 août dans sa chambre à Brentwood et ne terminera jamais ce film. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed. Le studio poursuit le projet, Kim Novak et Shirley MacLaine refusent le rôle, des essais costumes sont faits avec Lee Remick, dont il n'existe aucune photo, donc on ne sait pas si les costumes auraient été les mêmes seulement ajustés à la comédienne. En tout cas, Dean Martin refuse de faire le film sans Monroe et le projet s'achève là. Et puis en 1963, ce film renaît sous le titre de Pousse-toi chérie, avec Doris Day dans le rôle que tenait Marilyn Monroe. Nouveau casting, nouveau réalisateur, nouveau créateur de costumes. Un bout à bout de Something's Gotta Give, créé à partir de 9 heures de pellicule, permet d'observer 37 minutes du film où Marilyn Monroe irradie. La garde-robe nous montre aussi la bascule dans les années 60 avec des coupes d'une grande élégance, des cols ronds en fourrure, des turbans, des beaux chapeaux pour Sid Charisse, beaucoup de blanc pour Monroe comme à l'époque de 7 ans de réflexion et un très beau nu pour une robe couverte de rose d'une grande modernité. Des désaccès à Something's Gotta Give, en passant par la robe de Mr. President, Jean-Louis a dévoilé le dos de Monroe, là où ses costumes précédents soulignaient plutôt son décolleté. C'est une modernité qui rend la plupart de ses coupes intemporelles. Jean-Louis ne croyait pas à la théorie du suicide de Monroe, notamment parce qu'elle lui avait commandé une semaine avant une robe en urgence qu'elle devait essayer le 6 août, soit 2 jours après sa mort. I did read that she was supposed to have, she asked Jean-Louis to design a wedding dress for her. Because after she divorced Arthur Miller, there was talk that she might remarry Joe DiMaggio, and Jean-Louis was designed a dress for her, and so that actually the last few days, and I think it was she was due to have a fitting for this dress on the 6th of August 1962, which was the day after she died. So again, Jean-Louis was present in her life, right, literally, right up until the end. Comme nous l'explique Sarah Street, il est possible que cette robe eût été sa robe de remariage avec Joe DiMaggio, son second mari. C'est ici que s'achève Costumer Marilyn, un voyage dans la filmographie et le vestiaire cinématographique de Marilyn Monroe à l'occasion de son centenaire et de l'exposition à la Cinémathèque française que vous pouvez encore découvrir jusqu'au 26 juillet. Au fil de ces 3 épisodes, nous avons observé ces costumes mythiques sous toutes les coutures, interrogé leur rôle dans la construction de ces personnages, mais aussi du mythe Monroe. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à la partager à vos proches ou à laisser une note ou un commentaire à ce podcast. Un grand merci à la Cinémathèque française pour sa confiance et merci à vous d'avoir écouté cette mini-série. À bientôt pour un nouvel épisode.